Bonjour à tous, nouvelle conférence call, on va parler de plein de choses. Il y a beaucoup de choses en ce début d'année. Alors la thématique sera autour de la déflation parce que c'est une question préoccupante. J'ai un graphique qui me turlupine un peu, qu'on verra tout à l'heure. On parlera aussi des propositions qu'a pu faire François Hollande. On parlera aussi de la conjoncture parce que celle-ci a une allure intéressante, notamment aux États-Unis. On verra ça tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à me poser des questions, hein, c'est toujours le même fonctionnement. N'hésitez pas à les envoyer directement. On les traitera le plus rapidement possible pour que ce soit le plus efficace possible. Alors, on va commencer je vais commencer par Hollande parce que c'est important. La problématique de base est que depuis le printemps 2011, l'économie française stagne. Quand on regarde le PIB français au printemps 2011 et le PIB français aujourd'hui, on est quasiment au même niveau. Et cette solution n'est clairement pas satisfaisante. Elle ne peut pas générer de l'emploi. Donc voilà, on ne peut pas considérer que cet environnement soit favorable. Donc il faut trouver le moyen de créer un déséquilibre, de créer une incitation à changer la dynamique de cette économie française. Alors il y a quatre possibilités. La première, c'est le truc keynésien, la recette keynésienne qui a été utilisée d'ailleurs en 2009 par l'ensemble des pays développés et émergents, qui est de relancer l'activité via des dépenses publiques. Oublions cette situation puisque aujourd'hui la question qui est posée un peu partout dans les pays développés est de savoir comment réduire les déficits publics, comment gérer la dette. Donc ça c'est vraiment la mesure qui ne fonctionnera pas et qui ne pourra pas fonctionner. Même si ça fait de la peine à Paul Krugman qui le week-end dernier s'est été penché dans le New York Times pour dire que François Hollande faisait n'importe quoi, mais globalement on n'est pas dans cette situation. Alors son point de vue est très simple, hein, il est de dire il n'y a pas de demande, comme il n'y a pas d'inflation, pas de chômage, enfin que le chômage augmente, pas de création d'emplois, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de demande et qu'il faut créer de la demande supplémentaire. La question est de savoir, et là-dessus il ne donne pas de réponse, il dit la question est de savoir comment on crée de la demande dans cet environnement. Et implicitement, son idée c'est de donner un rôle à l'État, mais voilà, quel rôle il peut jouer aujourd'hui, compliqué. Donc ça c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas, et tout au moins qui ne sera pas, auquel on ne fera pas appel. Le deuxième point, ce serait de faire comme les Espagnols, de dire, voilà, allons-y, réduisons les coûts salariaux très rapidement pour regagner de la compétitivité et faire de telle sorte que finalement l'économie redevienne compétitive et retrouve de l'allant. Hein. C'est clairement la recette utilisée en Espagne. Et dans les pays qui font les plus gros ajustements en Europe, spontanément, ça ne paraît pas simple dans le cas français. Pour tout un tas de raisons, on a un système social extrêmement développé et l'objectif de tous est de faire de telle sorte que ce système puisse continuer de fonctionner. Donc réduire les coûts salariaux comme peuvent le faire les Espagnols par exemple, ou les Portugais, ce serait probablement pénaliser de façon profonde et durable ce système social. Il sera de toute façon affecté, mais la question est de savoir comment faire pour que ce changement soit accepté. Aller trop vite à la façon des Espagnols, probablement que ce serait très mal accepté. Donc difficile de rentrer dans cette logique. Et puis la problématique qui est posée aussi, c'est on fabrique des biens moyens, hein, c'est ce qui ressort de toutes les enquêtes quand on fait les comparaisons. Et donc
La grande difficulté à laquelle on est confronté en France, c'est que finalement, on est en moyenne, hein, bien sûr, parce qu'on fait des choses très sophistiquées, etc. On trouvera toujours des exemples de produits très sophistiqués, mais en moyenne, les produits qu'on fabrique sont moyens en termes de qualité. Donc on est obligé de se battre sur les prix avec des pays qui fabriquent des biens du même type, mais à des coûts bien inférieurs. Et donc la problématique est de savoir de combien doit-on peser sur les prix, sur les coûts, pour qu'on devienne compétitif. Compliqué. C'est pas 2% ou 3% de baisse, ce serait probablement beaucoup plus. Donc là-dessus, le système social français serait immédiatement mis à mal. C'est l'avantage, d'une certaine manière, qu'on pouvait voir dans les dévaluations, c'est que ça changeait la compétitivité spontanément, sans pour autant modifier en profondeur le système social. Là, on serait obligé de modifier le système social en profondeur pour des baisses de coûts qui seraient probablement de 10 à 15%. C'est beaucoup et c'est compliqué. Donc, cette situation-là n'est pas viable immédiatement. Le troisième point est celui de celui d'une relance par la consommation. Je veux dire, ben, voilà, on va relancer par la consommation. Mais quand on regarde les indicateurs de confiance des ménages en France, on reste sur des niveaux extrêmement bas, même si on n'est plus au plus bas historique, mais on n'est pas loin de ce plus bas historique. Il est probable, et c'est ce qu'on avait vu dans la mesure sur l'utilisation de la participation et de l'intéressement. Vous savez qu'il y avait une mesure récemment qui n'a pas bien marché, parce que les gens sont inquiets et ils préfèrent épargner que consommer. Donc si vous créez une incitation à dépenser davantage, eh bien ça ne fonctionnera pas parce que les gens auront tendance à l'épargner et en se disant, bah, de toute façon, comme ça ne va pas très bien, je serais bien mieux avec une épargne supplémentaire. Donc, cette idée ne fonctionne pas non plus. Le dernier point qui est jouable, c'est effectivement l'investissement, de se dire, ben voilà, c'est un moyen de créer une rupture dans le cycle, parce que l'investissement est le seul indicateur, la seule variable qui puisse s'accélérer de façon spectaculaire et permettre à l'économie de changer de trajectoire. Quand vous regardez la consommation globale, elle est très lisse. Si vous prenez la consommation de biens durables, effectivement, vous avez des mouvements, mais c'est une partie réduite de la consommation des ménages. Si on prend l'investissement, on a des mouvements parfois extrêmement forts d'accélération, de ralentissement de cet investissement. Et donc l'idée, c'est de créer les conditions pour que cet investissement puisse redémarrer de façon significative. Alors, une des idées, d'abord, c'est de suggérer qu'il soit nécessaire d'abord, en première analyse, d'améliorer les marges des entreprises, parce que ces marges ont été fortement dégradées par la période de crise. On a eu toute une longue période depuis 2008, je l'ai montré ici à plusieurs reprises, où les marges des entreprises, le taux de marge s'est dégradé de façon très significative, et donc on a une configuration. C'est ce que disait l'INSEE l'autre jour, le taux de marge du troisième trimestre pour les sociétés non financières est revenu au niveau de 85, et donc on était à l'époque sur des niveaux qui étaient relativement bas. Donc voilà, on a cette vraie problématique. Donc première étape, améliorer les marges des entreprises, et pour cela, l'objectif est de réduire, de supprimer, dans le cadre des entreprises, les cotisations familiales. Ça, c'est un vrai changement. L'idée très simple est de dire que les cotisations sur la famille sont une problématique globale et pas une problématique liée simplement aux entreprises et à l'emploi. Il faut que le prélèvement pour les allocations familiales, pour toutes les problématiques liées à la famille, il faut que cette situation soit prise en charge globalement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Première étape.
Alors, comment sera fait le financement? Le financement tel qu'il a été prévu est de réduire les dépenses publiques, ou tout au moins de réduire leur progression. Ah, vous savez que les dépenses publiques augmentent tous les ans mécaniquement de 20 milliards, et donc l'objectif, à partir de 2014, c'est de couper une partie de ces 20 milliards, 15 milliards par exemple en 2014, 18 en 2015-2016 et 14 en 2017, en 2016. Voilà, c'est le schéma qui est posé, mais ça veut dire que les dépenses publiques vont continuer à progresser marginalement, mais vont continuer à progresser quand même. Voilà, alors l'idée, une fois qu'on a réduit les cotisations, c'est donc d'améliorer les marges des entreprises, améliorer les taux de marge des entreprises, pour les inciter, si l'environnement s'y prête, à investir. L'idée très simple, me semble-t-il, c'est que l'économie européenne va mieux, l'économie française a du mal à se remettre en marche, à retrouver de l'allant, à retrouver une dynamique robuste. Et donc l'idée, c'est, comme l'Europe va un peu mieux, eh bien il faut donner les moyens aux entreprises d'être capables de suivre cette dynamique. C'est ça l'objet de la mesure évoquée par François Hollande. C'est cette idée-là, c'est de ne pas être laissé pour compte dans cette phase de reprise, sachant que spontanément, l'économie française toute seule ne sait pas très bien se débrouiller et trouver le moyen de retrouver le chemin de la croissance. C'est cette question-là qui est posée. Alors, l'autre point, c'est que si effectivement l'investissement s'améliore, eh bien vous aurez une alimentation, si je puis dire, de la croissance potentielle qui aujourd'hui est très faible. Hein, j'évoquais tout à l'heure, depuis 2011, la croissance française est à zéro. Depuis le printemps 2011, elle est à zéro quasiment. La problématique, c'est que tout ça, avec un investissement réduit, n'alimente pas la croissance potentielle, n'alimente pas la capacité de l'économie française à rebondir et à voir son activité progresser sans créer de tension. Donc l'idée de l'investissement, c'est de permettre de relâcher ce type de contraintes et d'améliorer la production potentielle. Donc voilà, c'est ce schéma-là. Alors, ça pose pas mal de questions. L'idée globale me paraît intéressante. La première question, comment vont s'articuler ces mesures avec le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi? On sait que cette mesure de l'ordre de 20 milliards avait été mise en place il y a un peu plus d'un an. Comment ça va s'articuler entre les deux? Ça paraissait assez clair le jour de la conférence de presse. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins parce que globalement, François Hollande a dit que le CICE serait maintenu 2014-2015. Moscovici a dit le contraire ou l'inverse, je ne sais plus, ce matin. Donc on a un peu d'interrogation. L'idée est très simple, c'est de dire voilà, le CICE va jouer en 2014 et puis après, l'ensemble sera pris en compte par les mesures annoncées. Ça, pour l'instant, on ne sait pas très bien. Le deuxième point est de savoir si 30 ou 35 milliards, c'est le montant qui est évoqué, est suffisant ou pas. Est-ce que ça permet de créer une dynamique un changement suffisamment important pour que, effectivement, l'économie redémarre, l'investissement démarre? Ça, c'est une autre question importante, sachant que l'idée, quand même, derrière, est qu'on va avoir une modération salariale, parce on est rentré en modération salariale en Europe, en France aussi, et donc toute amélioration d'activité profitera davantage à l'excédent brut des entreprises qu'à la part salariale. Et donc, dans la configuration à venir, l'amélioration de la valeur ajoutée profitera davantage aux entreprises qu'aux ménages. C'est un peu l'idée. On remet les pendules à l'heure, on revient sur des niveaux qui sont pas si éloignés, un peu moins éloignés qu'avant de 2008, c'est-à-dire d'avant le niveau d'avant crise,
et puis globalement la dérive fait que et la modération salariale fait que toute amélioration d'activité profite d'abord aux entreprises. Et de ce point de vue-là, l'élément peut fonctionner. Mais même si l'ensemble des mesures paraît peut-être un petit peu réduite. Le troisième point est de savoir à quelle vitesse ces mesures seront mises en œuvre. Alors on a beaucoup de bruit là maintenant tout de suite. La question c'est voilà, il faut que ça fonctionne très vite, plus vite que le CICE par exemple. Le CICE ça n'a pas fonctionné en 2013 ou quasiment pas. Donc il faut que la mesure soit prise assez rapidement parce que l'activité s'améliore aujourd'hui en Europe et donc il faut que l'économie française soit capable de sauter dans le train et pas d'attendre un peu le train suivant. Donc là il y a quelque chose d'important. Et puis le dernier point, il y en a encore deux, pardon. Le quatrième point est celui des contreparties. Et là-dessus, visiblement, il y a pas mal de discussions. Le MEDEF s'est engagé probablement un peu rapidement en disant si vous baissez les charges, on créera 1 million d'emplois. Là-dessus, Montebourg a dit créez-en 2, etc. Donc, on sent bien qu'il y a des discussions assez fortes là-dessus. Et donc, ça paraît un peu flou. Cette situation, ces contreparties qui sont demandées. On est en train de négocier visiblement sur ces points, mais ça semble un peu flou. Et puis le dernier point qui me paraît essentiel, mais qui pour l'instant n'a pas trouvé de réponse, est celui de savoir qui incarnera ces mesures. En d'autres termes, on se souvient tous du plan Delors, du plan Juppé, du plan Giscard en 63 pour ceux qui étaient déjà nés. Là, c'est le plan quoi qui va incarner ces mesures. Ça peut paraître un petit peu banal, marginal, mais je pense que c'est extrêmement important. Le rapport Schröder, la stratégie Schröder en Allemagne, voilà. Qui va incarner? Est-ce que c'est François Hollande lui-même? Paraît compliqué pour un président. Est-ce que c'est Jean-Marc Ayrault? À voir. Mais voilà, c'est cette problématique-là qui est posée. Sinon, ça risque d'être une mesure à laquelle personne ne fera vraiment référence. Donc là, il y a une interrogation. Globalement, le schéma me séduit assez bien. La question est de savoir comment on va répondre à ces 5 questions, du montant, du timing, de qui incarnera, comment ça va s'orienter, se mettre en place avec le CICE, quelles seront les contreparties. Tous ces éléments seront importants à prendre en compte. Alors, Brigitte, tu as une question. Est-ce que c'est pas seulement de revenir au niveau de compétitivité perdu en relatif par rapport à ceux qui ont fait des efforts auparavant, Allemagne, Espagne? Alors, sur les problèmes de compétitivité, on le verra tout à l'heure, j'ai un graphe. L'Allemagne, effectivement, a fait des efforts considérables depuis le début des années 2000. Hein, c'est la stratégie Schröder que j'évoquais. L'Espagne, oui, on parle de l'Espagne, mais l'Espagne a un niveau de rémunération de base qui est très nettement inférieur à celui qu'on a en France. Donc, quand on regarde les indicateurs de coûts salariaux, on regarde toujours avec une base 100 en 2000. C'est plus simple. Alors, on regarde les différentes évolutions, on dit, ah oui, là, ça a augmenté en Irlande, en Espagne, et puis après, ah, là, ça a baissé en Irlande, en Espagne. Mais globalement, le point de départ est beaucoup plus faible qu'il ne peut l'être en France ou en Allemagne. Donc attention à ces problématiques-là. Les niveaux de salaire ne sont pas du tout équivalents à travers l'Europe. Et donc l'Espagne, effectivement, fait des efforts de compétitivité, mais à un niveau de salaire qui est beaucoup plus faible. Dans l'automobile, on l'estime à 25% moins cher qu'en France. Donc la question qui est posée dans ce cas-là est de savoir si on doit, et c'est là où l'investissement joue un rôle,
Est-ce qu'on doit, du fait de la productivité, du niveau de productivité, je ne parle pas de l'évolution, mais du niveau de productivité, est-ce qu'il est nécessaire d'être. Enfin, comment faire? Est-ce qu'on améliore la productivité pour conserver les rémunérations, ou est-ce que on se sent obligé de réduire les rémunérations parce qu'on n'est pas capable d'améliorer notre productivité? C'est ça la problématique à laquelle on est confronté. Alors on peut répondre en disant oui, baissons les salaires partout, mais je suis pas sûr que ce soit forcément la réponse compte tenu des niveaux de productivité qu'on peut avoir. Ah, ça, c'est quelque chose qui est toujours très, très ambigu. Et le niveau de productivité en France est bien supérieur à celui de l'Espagne. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait les mêmes salaires. Mais après, la question est de savoir comment, en dynamique, on gère ça. Et l'intérêt des mesures prises sont peut-être à voir dans une dynamisation, une reprise des progrès de productivité, ce qui n'est pas le cas depuis 3, 4, 5 ans. Depuis 4-5 ans, les progrès de productivité sont nuls. Donc là-dessus, il y a une vraie problématique. Donc voilà, c'est ce que je voulais évoquer avec vous sur cette question. C'est une question compliquée de se dire finalement comment on fait pour redynamiser une économie comme la France, qui est très diversifiée, qui est assez lourde à faire bouger, dans laquelle chacun d'entre nous se sent plutôt pas mal. Mais voilà, en espérant que, en se disant de toute façon il faut changer des choses, mais en espérant que toutes les choses qui changeront se feront chez le voisin. Donc voilà, si vous avez des questions sur cet aspect, on a encore un peu de temps. Sinon, on passe à la suite. La suite, c'est l'évolution de l'activité. Alors, vous avez ici l'évolution de la production industrielle. On a eu les chiffres de production industrielle du mois de décembre aux États-Unis et puis du mois de novembre dans tous les pays européens. Donc, ça permet d'avoir une vision, une perception de l'activité. Très clairement, quand on regarde la courbe bleue qui est en haut du graphe, on sent qu'on a une dynamique et une accélération assez sensible. Sur les 3 derniers mois ici, par rapport aux 3 mois précédents, on est en progression, en taux annualisé, de 6,7%. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fort. Quand on regarde l'Allemagne, l'acquis à la fin du mois de novembre pour le T4 est de 0,5, soit 2%. Donc 2% en Allemagne, 6,5, 6,7 aux États-Unis. Sur la zone euro, on est à 0,6, soit 2,4% en taux annualisé. Sur la France, on est à 1,2 en taux annualisé, etc. Il n'y a que l'Italie qui est à 4% d'acquis en taux annualisé à la fin du mois de novembre, mais on voit que l'Italie est à un niveau très bas. Donc, clairement, la reprise se fait ici. Elle suit ici, dans tous les autres pays, y compris l'Angleterre, beaucoup plus lentement. Donc attention, et c'est un point qui est important quand on analyse les questions de politique monétaire ou d'évolution des taux. On est sur des dynamiques qui sont très différentes aux États-Unis et en Europe. Autre point à souligner, globalement, c'est l'évolution de l'inflation. Donc j'ai mis l'inflation des pays de la zone euro, sauf l'Irlande qui n'était pas disponible pour le mois de décembre, et j'ai inséré à l'intérieur le UK qui est ici et les États-Unis qui sont ici. Et vous voyez que la zone euro est ici. Vous voyez que s'il y a une problématique de déflation dont on va parler dans un instant, elle est plus perceptible en zone euro qu'aux États-Unis, au UK. Donc attention, on n'est pas tout à fait sur les mêmes logiques. Alors, si on prend l'autre indice des prix américain, on est sur des niveaux un peu plus bas. Là, j'ai pris le CPI parce que c'était l'indicateur qui a été publié la semaine dernière. L'indice des prix lié aux dépenses, enfin c'est une pondération un petit peu différente, est un peu plus réduit, pas si éloigné que ça, pas trop éloigné des chiffres européens. Mais si on regarde le CPI, qui reste la référence globale, on est sur des niveaux d'inflation très élevés, plus élevés qu'en Europe. Mais vous voyez que tout le monde ayant un objectif à 2,
on est tous très proches, enfin les États-Unis et le Royaume-Uni surtout sont très proches de ces objectifs, beaucoup plus proches que ne peut l'être la zone euro. Et puis en zone euro, on a tous ces pays, Grèce, Chypre, Portugal, Espagne, Slovaquie, même Italie, qui sont dans des phases soit de déflation, soit d'inflation extrêmement faible, et ça c'est problématique. Donc globalement, ce que je veux dire ici, c'est que la problématique de la déflation, dont on parlera dans un instant, est plus une question européenne que américaine ou anglaise. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il serait souhaitable que Mario Draghi s'en saisisse rapidement. Alors, une donnée sur la zone euro, le commerce extérieur, très intéressant. Ça permet d'avoir une dynamique des exports en bleu et une dynamique des imports. Alors, le solde ici est à 16 milliards d'excédents, donc tout le monde est content. On est à 13 milliards en moyenne sur 2013, on était à 7 milliards en 2012 et on était légèrement déficitaire en 2011. Alors on voit bien que la problématique de cet excédent, c'est une stagnation des exportations. Hein, sur l'année, elle progresse de 0,8%. C'est pas exceptionnel. Hein, on est en données nominales, donc on intègre des prix. Et sur les importations, la baisse est de 3%. Donc on voit bien la problématique ici d'une demande interne qui est contrainte de façon très significative et qui se traduit par une baisse des importations. Et donc, effectivement, on a une contribution potentiellement positive du commerce extérieur à la croissance, mais non pas parce que les exportations s'accélèrent, mais parce que les importations se réduisent. Donc, je trouve pas que ce soit une très bonne nouvelle que d'avoir une configuration de ce type-là. Si c'était parce que les exportations progressent très vite et que les importations progressent très vite mais un peu moins, ça me plairait davantage. Là, on est sur une demande interne qui reste très, très fragile, très faible, et c'est ennuyeux. Alors, un des aspects positifs de cette situation, c'est que quand vous avez un solde du commerce extérieur excédentaire, ça veut dire que vous avez beaucoup d'épargne et que, de ce fait-là, le risque de crise financière s'estompe. Hein, je vous rappelle que dans un équilibre purement comptable, l'écart entre épargne et investissement est égal à l'écart entre exportation et importation. Et donc, quand vous avez un excédent extérieur, vous avez plus d'exportation que d'importation, c'est le cas de la zone euro, eh bien, ça veut dire que vous avez soit une épargne excédentaire, excessive, soit un investissement qui est trop peu important. Alors, l'investissement, clairement, n'est pas suffisamment important, mais à court terme, ça se traduit par une masse qui est investissable et qui réduit le risque sur la zone euro. Je rappelle que dans la façon de fonctionner des plans qui ont été mis en place en Espagne, en Grèce, en Portugal, en Irlande, le but du jeu, c'était ça, c'était de tirer... alors, généralement, ces pays étaient très largement déficitaires sur le plan extérieur. Le but du jeu était de tirer la demande intérieure vers le bas pour que ces pays retrouvent l'équilibre, voire deviennent excédentaires, et se crée une masse d'épargne suffisamment forte pour que cette épargne soit capable de s'investir dans les actifs locaux et qu'il n'y ait plus une dépendance du financement de l'économie par rapport à de l'épargne étrangère. On y arrive en Espagne, on le voit bien, ça se passe par une demande interne qui s'effondre, on le voit dans différents pays, hein. Tous les pays sont devenus soit stables, soit équilibrés, soit excédentaires, à l'exception de la France, mais c'est parce qu'on a pesé très lourdement sur la demande intérieure, mais ça permet de dégager un coussin d'épargne, et ce coussin d'épargne limite le risque de crise financière. C'est ça qui est important. Alors ce matin, on a eu la publication du PIB allemand. Vous avez ici l'évolution du PIB allemand depuis 92, depuis la réunification, avec une moyenne à 1,3%, 1,5% si on élimine
2009 et après, hein, donc la période un peu avant, 1,5, c'est moins que les 2% de la zone euro. Ça veut dire que l'Allemagne n'a pas une contribution très spectaculaire à la croissance européenne. Elle croît moins vite que la zone euro, donc elle tire la zone euro vers le bas. N'oublions pas ça, hein, parce qu'on a l'impression que l'Allemagne fait tout bien, mais en fait, sa croissance tire la zone euro vers le bas, puisqu'elle progresse moins vite que la zone euro. Ça, c'est un premier point. Alors, 0,5, on n'a pas le détail. Attention, il y a deux chiffres qui circulent, il y a 0,5 et 0,4. Le 0,4 qui a été publié, dont tout le monde a parlé, je n'ai pas très bien compris pourquoi, c'est le chiffre non corrigé des jours ouvrables. Or, vous savez que les modifications de jours ouvrés a une importance non négligeable sur les chiffres, sur ce type de chiffres. Donc la version corrigée des jours ouvrables est quand même nettement supérieure. Ça permet d'avoir des bases de comparaison identiques. Mais vous voyez qu'on est juste à 0,5% de croissance. C'est une situation à laquelle on doit réfléchir forcément. La croissance allemande, spontanément, ne tire pas la croissance européenne vers le haut. Hein, vous voyez qu'il n'y a pas tant d'années que ça où la croissance est supérieure à 2% et donc supérieure à la croissance de la zone euro. Et ayons bien ça en tête quand on parle de l'Allemagne. Alors, autre donnée, on a eu ce matin le ZOO, premier indicateur de l'année sur l'économie allemande, et il est toujours en hausse. Hein. Vous avez ici l'indice qui est la somme, la demi-somme plutôt de l'indicateur des conditions courantes et l'indicateur des anticipations. Alors, l'un s'améliore, qui sont les conditions courantes, les anticipations sont un petit peu moins vives, mais toujours est-il que la moyenne continue de progresser à des niveaux qui sont quasiment historiquement élevés. Alors ça peut vouloir dire qu'on va se retourner assez vite, mais toujours est-il que pour les 3, 4, 5 prochains mois, ça devrait être un signal toujours plutôt positif. Donc ayons bien cela en tête, et on voit en bleu l'évolution du PIB. Alors c'est pas très précis, mais on voit bien que la dynamique du cycle est quand même assez similaire. Et alors ça ne veut pas dire que spontanément on va avoir un PIB qui va progresser à 4 ou 5% ici, mais ça nous donne une idée assez simple de l'orientation qui sera suivie. Alors j'ai mis ici, vous l'avez retrouvé dans l'hebdo aussi, l'évolution du solde budgétaire en France, hein, avec les différentes années de 2008 à 2013, avec le chiffre de 2013 qui est un peu meilleur que celui de 2012, et qui va terminer l'année à 74 milliards, hein, c'est ce qui a été annoncé, 74,9 de mémoire, ce qui a été annoncé par Bercy. Alors ce sera un peu moins bien que ce qui était initialement prévu, hein, c'était moins 10 milliards par rapport, enfin, l'objectif était à 62 milliards initialement, on va terminer à 74, et la loi de finances rectificative a rajouté la portée à 72 milliards à peu près. Donc par rapport à la loi de finances rectificative, le solde budgétaire sera un peu moins bien. Par rapport à la loi de finances initiale, il sera carrément moins bien. Et donc la question est de savoir de combien sera le déficit public en pourcentage du PIB. Est-ce que ce sera 4,8, enfin c'était 4,8 en 2012, l'objectif était à 4,1. Ça sera peut-être un petit peu compliqué à converger vers ce niveau-là. Alors l'explication, c'est très clairement des impôts qui rentrent moins bien, notamment des impôts sur les sociétés, des impôts sur le revenu. Donc on a une dynamique économique, se traduit une dynamique économique qui est assez fragile, assez faible, et donc c'est un point d'interrogation quand même qu'on doit avoir sur la robustesse de l'économie française, et se dire que finalement, même sur la période récente, la situation, même si elle s'améliore un peu partout, reste extrêmement fragile en France. Sur le Royaume-Uni, juste un chiffre, hein, l'accélération très brutale ici des ventes de détail. Hein, il y a une accélération qui doit être relativisée puisque sur le trimestre, l'augmentation n'est que de 1,3% en taux annualisé. C'est pas spectaculaire par rapport au trimestre précédent. Alors, les raisons de cette accélération, sur le mois, il n'y en a pas, on peut
Là-dessus, on est sur des explications un peu circonstancielles. Ce qui nous intéresse, c'est le décollage ici. Vous voyez, sur cette, si on veut faire un petit dessin, j'aime bien faire les dessins de temps en temps. Voilà, ici, on a une progression. On va peut-être pas le faire en jaune parce que jaune, c'est la meilleure façon de rien voir. Vous avez ici une progression assez sensible depuis le début de l'année 2013. Alors, la difficulté à comprendre, c'est de se dire, sur la même période, il y a une augmentation de l'emploi, mais les salaires réels baissent. Donc, l'explication, elle est là. Elle est dans cette amélioration du crédit. Le crédit est reparti à la hausse. On voit bien que ici, quand le crédit baisse, on a une rupture aussi sur les dépenses. Et puis, quand le crédit repart à la hausse, les dépenses repartent. En d'autres termes, les ressources financières des ménages anglais ont pu augmenter. Sur cette période-là, la situation, à mon avis, était différente. On avait des effets, des augmentations de revenus qui étaient assez fortes et des effets immobiliers qui étaient très forts et des plus-values sur l'immobilier qui étaient très forts et qui permettaient d'avoir moins recours au crédit de manière systématique. Donc voilà, on a quelque chose d'un petit peu fragile ici, hein, puisque globalement, le revenu des ménages peine à progresser. Et, alors ils peuvent réduire leur épargne, c'est ce qu'ils font en grande partie, mais dans un environnement qui dépend aussi principalement du crédit et pas beaucoup des progrès de productivité. Là, il y a une fragilité aussi sur la reprise anglaise à laquelle on doit être aussi attentif. Hein, on n'est pas sur quelque chose de forcément très vertueux, d'autant plus que les déficits publics restent extrêmement importants. Hein. N'oublions pas ça. En France, on essaie d'être vertueux, eh bien les Anglais ne le sont pas beaucoup, parce qu'ils continuent de dépenser pas mal. Sur les États-Unis, deux choses intéressantes. La première, c'est celle-ci. Voilà. Pour moi, on a là un changement de régime très, très fort. Vous avez ici les ventes de détail. Alors, je prends la composante hors auto, essence et matériaux de construction, parce que c'est cette partie-là qui est prise en compte dans les chiffres de consommation par le Bureau of Economic Analysis. Quand il construit ses comptes trimestriels, quand il construit le PIB, c'est cette composante des ventes de détail qu'il prend ici. Et là, on a une accélération extrêmement brutale entre le troisième et le quatrième trimestre, 4% ici, 6,5% ici, donc une accélération extrêmement brutale, forte, et puis dans le même temps, une inflation qui a baissé. Si on prend le taux d'inflation qu'on voyait tout à l'heure, il était à 1,7% de mémoire, Antoine Élysée, sur le troisième trimestre, il est légèrement négatif au quatrième. Donc ça veut dire que ici vous avez des données en valeur et les données en volume vont être explosives. Donc attendez-vous à ce que le chiffre de consommation du dernier trimestre soit plutôt robuste et que cela tire l'ensemble de la croissance américaine vers le haut. Moi je pense qu'on sera aux alentours de 3% de croissance au dernier trimestre. On a des signaux un petit peu plus positifs du côté des enquêtes. On a les premières enquêtes de la Fed de New York, de la Fed de Philadelphie. On est revenu au-dessus de la moyenne historique. C'est pas encore très significatif pour l'Empire State, mais les signaux, le détail est extrêmement positif. Ça l'est un petit peu moins pour le Philly Fed. Mais globalement, on a des signaux un petit peu meilleurs. Du côté de l'immobilier, depuis la hausse des taux, ou tout au moins l'annonce des changements par Bernanke, eh bien le marché de l'immobilier a un petit peu de difficulté sur l'économie américaine. On voit bien que voilà, l'immobilier ne repart plus, on le voit sur l'indice NAHB, voilà, on le voit sur les ventes de maisons, on n'est plus sur quelque chose d'aussi linéaire, d'aussi homogène que ce qu'on avait avant ces annonces. Alors une question de Brigitte, c'est dû au pouvoir d'achat car les salaires n'augmentent pas beaucoup et le crédit. Alors le crédit à la conso est reparti là aussi, hein, je l'avais montré avant les vacances je crois. On a un crédit à la consommation qui est reparti très, très rapidement et qui est une des explications parce qu'effectivement le revenu salarial lui augmente pas beaucoup. Un peu plus qu'en Angleterre, mais il n'augmente pas beaucoup. Et donc on a un changement
qui est lié à une disponibilité de crédit plus importante. Et on voit bien, hein, quand on regarde le crédit à la conso, on est reparti à la hausse à toute allure. Sur la Chine, deux, trois remarques. Ici, vous avez le chiffre du PIB chinois. Vous avez en bâtonnet l'évolution sur un an, donc comparaison du quatrième trimestre 2013 par rapport au quatrième trimestre 2012. Vous avez en ligne ici l'évolution d'un trimestre sur l'autre, quatrième trimestre 2013 par rapport au troisième trimestre 2013, en taux annualisé. Donc on est à 7,8% sur 4%, je crois. 7,4% sur sur le quatrième trimestre, contre 9% au troisième en variation trim. Globalement, ce qui nous intéresse, c'est d'observer que depuis 2012, on est entre 7,5 et 8%, et que voilà, on est sur cette dynamique-là, et les autorités ne souhaitent pas aller beaucoup plus vite, même si quand on lit le compte rendu, le communiqué de presse, ils sont plutôt contents d'être à 7,7% sur l'année, alors qu'ils prévoyaient 7,5%. Mais globalement, on est sur une logique de rééquilibrage de cette économie chinoise. N'attendons pas de rupture à la hausse très forte. Alors quand on regarde le détail, le point aujourd'hui majeur sur l'économie chinoise, et on le voit tous les jours en ce moment, est celui qu'a posé M. Xi, le président Xi, à plusieurs reprises depuis plusieurs mois, c'est de dire voilà, on veut faire de la croissance à moyen terme, très bien, mais il faut assainir le système financier, et c'est toute la difficulté à laquelle est confrontée la Banque centrale chinoise, de se dire ben voilà, comment gérer cette situation. Les banques chinoises ne sont pas de bonne qualité, elles ont certainement besoin d'être recapitalisées, et la dynamique du crédit se fait essentiellement sur le crédit non officiel, sur le shadow banking sector. Et donc là, on a une situation un peu compliquée, et la Banque centrale de Chine ne sait pas très bien par quel bout prendre cette question. Alors de temps en temps, on voit des tensions sur le marché interbancaire, parce que la Banque centrale de Chine essaye de prendre certaines positions, mais très vite ça crée des problèmes, et elle revient après, c'est l'épisode qu'on a vu très récemment, elle revient après pour mettre de la liquidité. Donc là il y a une vraie fragilité. C'est même pas une source de risque, c'est une vraie fragilité sur l'économie chinoise, de savoir comment elle va pouvoir gérer cette situation et faire comment elle va faire pour recapitaliser. Probablement, ce sera probablement nécessaire les banques existantes, et puis comment supprimer progressivement le shadow banking. Ça, c'est une vraie difficulté, mais tant qu'on ne sera pas sorti de cette situation, l'environnement va rester extrêmement compliqué à gérer. Voilà, ici vous avez sur une longue période la croissance chinoise. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, parce qu'on a oscillé autour de 10, est-ce qu'on est en point bas de cycle, ou est-ce qu'on est durablement bas? Ça, c'est une vraie question. Voilà, sur le Japon, on va passer rapidement parce que le temps a tourné très vite. On est sur des niveaux de confiance des consommateurs qui sont bas. Hein, on est revenu au niveau d'avant AB. Les ménages observent une augmentation de l'inflation, mais pas leur salaire. Donc ça leur plaît pas beaucoup. Et là, on va avoir une augmentation de TVA le 1er avril. Et comment l'inflation va s'accélérer? Est-ce que les ménages seront toujours un support pour AB? Ça va être une vraie question. Hausse des taux au Brésil, hein, le Brésil a du mal à gérer son inflation, et puis ralentissement de l'inflation en Inde, lié essentiellement au prix agricole. Hein. Il n'y a pas c'est pas les prix industriels, c'est les prix agricoles qui ont bougé sur le mois, qui avaient pas mal progressé les mois précédents. Alors Brigitte encore, pouvons-nous estimer la part du shadow banking dans le financement total, et où se situe-t-il surtout? Alors, le shadow banking, ça représente 15% à peu près du financement, mais sa progression est de l'ordre de la progression des crédits issus du shadow banking est de l'ordre de 45-50%.
J'ai vu des chiffres là-dessus l'autre jour, alors que le secteur normal c'est plutôt à 14% de progression. Donc c'est pas encore un secteur gigantesque, c'est un secteur important et dont la progression est très rapide. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, le shadow banking est surtout lié, et notamment lié plutôt, aux administrations locales qui ont eu la nécessité à un moment donné de redynamiser leur activité locale, et elles ont vendu des terrains et certains opérateurs se sont mis en face pour les racheter. C'est ce qui s'est passé, donc ça leur a donné des capacités de financement importantes, et donc voilà, c'est né comme ça. Aujourd'hui, alors ça a bien aidé la Chine en 2009. Aujourd'hui, la question est de savoir comment faire rentrer le dentifrice dans le tube, comme dirait Trichet, et la Banque centrale est très embêtée par ça. En 2009, elle était très contente. En 2013, 2014, elle est très mécontente. Ça avait facilité sa tâche en 2009 en laissant certaines institutions prêter aux collectivités, en leur achetant des terrains, etc. Là, ça devient plus compliqué. Alors, passons aux problématiques de déflation. Pour bien comprendre la problématique, j'ai représenté ici l'évolution de l'indice des prix en France. Alors, on voit les années 60, progression très modérée, une accélération très rapide jusqu'en 85. C'est la longue période d'inflation en France. Et puis, depuis 85, la situation s'est infléchie. Et puis, depuis le début la fin des années 90, on est sur un rythme lent. La question qui est posée est de savoir si est-ce qu'on continue comme ça, ou est-ce qu'on s'infléchit un petit peu, là on est stable, ou est-ce que on baisse. Baisser, ce serait de la déflation. Donc là, la question elle est posée. Alors pour bien visualiser les choses, parce qu'il est toujours important de visualiser les choses, j'ai mis ici l'indicateur des prix sous-jacents au Japon, et on voit bien, alors je l'ai mis que depuis les années 70, mais on voit bien ici un comportement normal, et puis depuis le milieu des années 90, effectivement, un indice des prix qui baisse. Donc on n'est pas dans... parce que parfois il y a des confusions ici, si on reprend ici on est dans une période d'inflation, les prix augmentent sur une pente très rapide. Là on est dans la période dite de désinflation, c'est-à-dire que on passe d'une inflation élevée à une inflation beaucoup plus faible, et puis le risque qui est évoqué aujourd'hui sur l'Europe est celui d'une déflation, c'est-à-dire d'une baisse des prix. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une inflexion de l'indice des prix, mais dans une baisse de l'indice des prix. C'est pas du tout la même chose. Et là, on est en désinflation en France, on n'est pas encore en déflation. Au Japon, ici, vous voyez que l'indice baisse. On était ici sur une trajectoire qui était plutôt comme ça. Là, il a baissé, et c'est cette problématique-là, la déflation. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, on voit bien, je reprends le graphique de tout à l'heure, juste sur la zone euro, qu'on a deux pays qui sont en déflation. Alors, est-ce que c'est embêtant, pas embêtant d'être en déflation? C'est très embêtant. C'est très embêtant. Alors, il y a deux types de déflation. Il y a la déflation qui est souvent évoquée, qui est celle du progrès technique, qui est une déflation dans laquelle on a un choc technologique qui fait baisser l'ensemble des prix. C'est ce qu'on avait vu à la fin du 19e siècle avec l'électricité, mais on n'est pas dans ce cas-là. C'est un peu ce qu'on avait vu à la fin des années 90 peut-être, mais l'électricité avait créé une vraie déflation à la fin du 19e siècle. Là, l'autre point, c'est d'être en déflation parce qu'on s'ajuste à un prix qui était trop élevé. Et donc, c'est clairement le cas auquel on est confronté. Alors, c'est ennuyeux parce que, eh bien, vous dégonflez la demande interne de façon très importante. C'est le cas en Grèce, par exemple, et c'est un processus qui est long qui s'observe dans la durée, parce que si vous êtes en déflation,
et vous avez immédiatement, c'est ce qu'on voit en Grèce, c'est ce qu'on voit au Portugal, en Espagne, vous avez des salaires qui s'ajustent à la baisse, et donc il n'y a pas d'incitation à générer, à inverser la dynamique, hein, puisque mon salaire, si l'évolution des prix est de moins 2%, le maintien de mon pouvoir d'achat suggère une baisse de mon salaire de 2%. Voilà, et cette configuration, comme l'évoquait Keynes à longueur dans les premiers chapitres de la théorie générale, on est dans une phase où on n'a pas du tout d'illusion nominale, et donc on a un comportement beaucoup plus restrictif. Hein. C'est très clair dans un papier que je vous recommande de Georges Akerlof, le mari de Janet Yellen, un papier d'il y a une dizaine d'années sur cette question, de voir comment les choses peuvent évoluer et quelle implication ça peut avoir sur les comportements. Parce que vous êtes, d'une manière générale, si on baisse votre salaire, vous avez tendance à réduire, à être beaucoup plus restrictif dans vos comportements. Et puis, si vous voyez l'inflation baisser, eh bien votre sentiment est d'attendre pour acheter que les prix soient plus bas, et donc vous n'alimentez pas la demande interne. Donc ça, c'est quelque chose de très préoccupant. Et puis, il y a une autre dimension préoccupante, et j'ai utilisé ici un indicateur. Alors, juste un autre point que je voulais évoquer, dans la foulée de ce que je viens de dire, c'est l'ajustement des salaires dont on parlait. On a ici l'Espagne, on a l'Italie, là on est en coût unitaire déflaté, hein, donc en indicateur de compétitivité. La France doucement. Alors j'ai pas mis l'Irlande parce que ça déformait complètement l'échelle, hein, on était très élevé et puis on retombait. Et puis effectivement l'Allemagne qui a baissé, mais tout est en bas de 100 en 99, hein, on est toujours en bas de 100. Ça simplifie les choses, mais ça biaise un petit peu les comparaisons. Mais on voit bien l'effort considérable fait par l'Espagne et par le Portugal. Les autres, l'Italie et la France, sont un petit peu plus pépères, si je puis dire, dans leur comportement. Mais en aucun cas, on a ici la vision d'une économie qui inverserait spontanément, très vite, ces pressions. Hein, on a une économie qui s'ajuste plutôt à la baisse, et donc ça ne crée pas de tension supplémentaire sur les salaires, sur les prix. Hein, et quand on regarde les taux de salaire, alors ici on a un indicateur, mais les taux de salaire publiés par l'INSEE, quand on regarde l'évolution des nouveaux contrats de travail, ils sont généralement à des salaires, l'indice des salaires a plutôt tendance à ralentir, et les nouveaux contrats, généralement, se traitent sur des salaires plus faibles. Donc on a toujours une masse très importante qui maintient l'ensemble, mais les nouveaux, si je puis dire, infléchissent très, très sensiblement ces données. Alors, il y a un point sur lequel on doit être attentif, c'est celui des crédits immobiliers. Vous avez ici, alors c'est une étude qui a été publiée hier par BPCE et le Crédit National, que j'ai volé, si je puis dire, dont j'ai volé les données plutôt, qu'on voit ici. Donc vous avez ici la dette, le crédit immobilier, l'encours de crédit immobilier par rapport aux revenus disponibles des ménages. Alors en Hongrie, ça représente 21%, c'est-à-dire pas grand-chose, 23% en Slovénie, mais 238% ou 39% au Danemark. Donc on a toute une évolution de situation. Alors la France est ici à 61%. Alors pourquoi je montre ce graphique? Bien, pour une raison très simple, c'est que plus vous êtes endetté, plus la déflation peut avoir des effets extrêmement négatifs sur vous. Alors j'ai repris ici un graphique où j'ai repris les données d'endettement sur l'axe des abscisses. Hein, donc on retrouve l'Irlande, l'Espagne, le Portugal qui sont quasiment à 100%, hein, et on les a ici. La France à 61%, on la retrouve ici à peu près, vous voyez, on est sur ces zones-là. Et ici, vous avez l'inflation au mois de décembre 2013. Alors, c'est l'endettement 2012, c'est l'inflation 2013. On n'est pas tout à fait sur les mêmes périodes, mais ça ne me gêne pas beaucoup, ça ne me gêne pas plus que ça. Pourquoi on intègre ça?
Eh bien, pour une raison très simple, c'est ce qu'avait montré Irving Fisher, le grand Irving Fisher en 1933, c'est que quand vous êtes en situation d'endettement privé important, quand vous êtes en déflation, la valeur réelle de votre dette augmente, mais vos revenus baissent. C'est ça la vraie logique. Et donc, vous êtes dans une situation où le poids de votre dette dans votre contrainte budgétaire, dans votre budget, augmente et est contraint à faire des arbitrages parce que vous devez respecter vos engagements en matière de remboursement. Et donc là, on a quelque chose sur les pays qui sont dans la zone entourée de rouge, qui est problématique. Vous voyez, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal ont des taux d'endettement entre 95 et 100%, avec une inflation qui est très faible. Et Chypre a un taux d'endettement quasiment à 100% et un taux d'inflation à moins 1,4%, 1,3%. Et la Grèce est à moins 1,8% avec une dette à 55%. Donc tous ces pays sont en situation compliquée. On peut adjoindre à cette difficulté un pays comme les Pays-Bas, avec un endettement très élevé aussi, et le Luxembourg, c'est un peu moins problématique, c'est un peu différent, mais les Pays-Bas souffrent d'une dette des ménages qui est très importante. Hein. Les Pays-Bas ont connu une bulle immobilière un peu similaire à celle de l'Espagne, mais n'ont pas pour l'instant de prix qui menacent de baisser. C'est ça la vraie difficulté de la déflation. C'est qu'à un moment donné, ça pénalise votre demande interne et ça vous rend incapable de retrouver une dynamique pour redémarrer, pour repartir de l'avant. Et c'est pour cela que la Banque Centrale Européenne doit être extrêmement attentive à ces questions, parce que là, on a une fragilité potentielle de la conjoncture européenne qui est loin d'être négligeable. Des pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, la Finlande ont des dettes modérées et des taux d'inflation qui sont faibles, mais qui ne sont pas encore en déflation. Mais voilà, soyons attentifs à ces questions. Voilà ce que je voulais... alors, que peut faire la BCE, me demande Brigitte. C'est bien la question, parce que Mario Draghi s'était alerté en novembre, quand l'inflation avait baissé à 0,7, il s'est dit attention, ou en octobre plutôt, c'est très faible, vite baissons les taux. Benoît Cœuré, la semaine dernière, a dit on pourrait baisser les taux à nouveau. Voilà, il faudrait trouver une recette un peu non orthodoxe, et surtout, est-ce que la BCE peut jouer le même jeu que la Banque du Japon? Compliqué. On sait que tout le monde n'est pas d'accord au sein de l'Europe. Comment agir? Comment modifier les anticipations? C'est toute cette problématique qui est posée. Voilà mais tu as raison, Brigitte, de poser des questions, hein, parce que celles que tu poses sont souvent celles que se posent aussi d'autres participants, donc n'hésite pas, hein, elles sont toujours bienvenues. Donc voilà ce que je voulais évoquer, mais je vais écrire un peu là-dessus, parce que c'est quelque chose que je trouve préoccupant, et je ne trouve pas les réponses de la Banque centrale suffisantes pour l'instant. Et donc, moi, je vais regarder ça, je vais envoyer probablement un papier ce soir sur le blog. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Je vous laisse parce que je suis un petit peu contraint par le temps. J'en suis désolé. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir.